Bonjour et bienvenue dans Le Grand Banquet et dans cette émission dédiée aux jeux de société et plus précisément aux auteurs de jeux. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai invité Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir, ça va? Ça va très bien. Cool. On va se présenter rapidement et présenter surtout nos fonctions dans le monde du jeu de société. Moi je travaille dans la société Blue Cocker et c'est d'ailleurs ton cas aussi. C'est vrai. C'est ça, on fait des... Quelle chance. Oui, on a beaucoup de chance, merci patron. Et on a des... Bon, en fait on a des tâches différentes mais aussi qui sont assez liées. On est tous les deux chefs de projet notamment. C'est ça. Voilà, on fait de la direction artistique, je fais de la communication. Et toi aussi, dans la vie, tu es auteur de jeux. C'est ça. Ouais. Surtout, pardon, surtout. évidemment. Donc dans le jeu, on l'a déjà dit dans la vidéo, en fait, sur la direction artistique, il y a plusieurs acteurs. Ouais. Il y en a même énormément. Quelques-uns. Bah oui, ça va. Mais le plus important, le premier, c'est l'auteur ou l'autrice. Mhm. Parce que sinon, s'il n'y a pas un auteur ou une autrice, il n'y a pas de jeu. Alors c'est le discours des auteurs et des autrices en tout cas. C'est notre discours, mais c'est vrai aussi. Je suis assez d'accord. Après, les éditeurs, ils peuvent faire quelque chose à partir de rien. Ça peut marcher, mais... On l'a déjà vu. Donc oui, après, une fois que nous, on a fait notre travail, après, il y a d'autres gens qui interviennent, il y a des illustrateurs, il va y avoir l'éditeur qui va faire quand même un petit peu son boulot. Puis après, ça va passer au distributeur pour amener les boîtes en boutique, et bah, les ludicaires, les ludothécaires, et puis tout le microcosme et macrocosme autour du jeu avec des gens comme le Grand Banquet, quoi. Je m'attendais pas à ça, c'est adorable. Et ouais, on peut parler aussi par exemple, mais très très rapidement, voilà, de tous ceux qui gèrent le marketing par exemple, les gérants de festivals aussi, les bars à jeux, bon voilà. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui font vivre le jeu. Mais c'est vrai qu'au tout début, il faut... À l'origine. Voilà, c'est ça. La lumière vient de nous. Carrément. Oh bah. Restons bibliques. Tu as raison. Et la première question qu'on peut se poser, c'est qui un auteur de jeu? Alors par exemple, c'est qui en France? Il y a combien d'auteurs de jeux, toi tu le sais? Alors, d'auteurs de jeux, on ne sait pas exactement. D'accord. Il se trouve que depuis maintenant 5-6 ans, on a créé un syndicat, une association professionnelle qui représente les auteurs et les autrices de jeux en France. Et on est autour de 500 adhérents. D'accord. Donc on sait qu'il y a au moins 500 auteurs et autrices, 500 personnes qui se considèrent comme auteurs et autrices de jeux de société. On peut penser que la SAGE, donc ce syndicat, représente peut-être la moitié ou les 3/4 des gens qui sont suffisamment au courant de ce qui se passe dans le monde du jeu pour se considérer en tant qu'auteur ou autrice. Bien sûr, ça ne prend pas en compte tous ceux qui font un petit truc dans leur coin sans forcément être au courant de ce qui se passe dehors. Être auteur de jeu, c'est tout simplement avoir envie de faire un jeu, qu'il soit édité ou pas. Donc il y a des millions d'auteurs de jeux potentiels en France. Il suffit d'avoir envie de le faire et de faire un prototype à un moment donné. Mais professionnellement, en tout cas, les gens qui sont impliqués, on va dire entre 500 et 1000. Ok, donc tu considères quand même qu'il y a une marge de 500 en fait finalement? C'est difficile à dire, prenons large. Ouais. Parce que quand on a commencé, on était à 200 la première année. On monte de 50 par an à peu près dans les adhérents. Et quand on regarde la liste des adhérents, on a quand même l'impression de toucher la plupart des gens qu'on connaît dans le milieu, plus un certain nombre de gens qui débutent et qu'on ne connaît pas forcément. Donc je pense qu'on table large. Moi je dirais les 3/4, mais je sais pas. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi tous ces auteurs de jeux qui finalement vont sortir un jeu auto-édité, voire auto-édité un peu dans le livre, enfin avec quelque chose qui va s'apparenter à du livre, etc. et qui du coup va pas forcément s'intégrer dans le monde du jeu. Ouais, alors ceux-là, ils sont peut-être pas à la SAGE, mais ils sont intégrés dans le monde du jeu. Ouais. Et ils sont pas très nombreux, ça reste quelques dizaines de personnes. Moi, je parlais plus de ceux qui vraiment ne sont pas du tout connectés dans le monde du jeu et qui débarquent parfois la première fois dans un collectif d'auteurs et qui arrivent avec une sorte de Monopoly et qui découvrent qu'il y a des jeux modernes et que du coup, un des rôles des collectifs d'auteurs, c'est justement de montrer ça et de les aider à devenir des auteurs à part entière.
D'ailleurs, en parlant de rôle, toi, à la SAGE, je crois savoir que tu es président. Je suis depuis quelques mois le nouveau président de la Société des auteurs de jeux, contraint et forcé par le président partant, Henri. Mais c'est bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, et il y a plein de choses à faire. Donc, D'accord. c'est un milieu un peu compliqué parce qu'on est tous des indépendants, on n'a pas forcément un esprit de corps très puissant en dehors de boire une bière au Fakan. Et donc c'est important qu'il y ait des gens qui mènent des combats pour l'ensemble des auteurs. Et puis on se rend compte petit à petit que notre situation elle est similaire à d'autres artistes-auteurs dans d'autres domaines, et que finalement nos combats, on peut les partager. Et donc c'est bien de les mener. Ouais, super. On va reparler de la légalité un petit peu plus tard, mais justement, tu parles de combats similaires. Tu dis qu'il y a 500 adhérents à la SAGE. Du coup, j'ai appris qu'il y avait environ 1500 auteurs de bande dessinée. Donc c'est vrai que finalement, moi je m'attendais à un chiffre beaucoup plus élevé. En fait, 1500, ça me paraît peu. Ouais, mais après, c'est compliqué le monde de la BD aujourd'hui. Pour en vivre, autant ils ont probablement une vingtaine d'années d'avance sur nous en termes de professionnalisation et de développement du marché lui-même, autant les tirages des BD aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en deçà de ce que les jeux font aujourd'hui. Les derniers chiffres, je veux dire des bêtises, mais il y avait, j'ai vu les chiffres pour 2019, et on avait un chiffre d'affaires globalement similaire en France, autour de 500 millions d'euros pour la BD et pour le jeu de société. Et on avait en exemplaires vendus, je crois que c'était 45 millions de bandes dessinées vendues en France, et 35 millions de jeux de société vendus. En sachant que du coup, comme les jeux sont en moyenne plus chers, c'est pour ça que ça fait à peu près le même chiffre d'affaires. Donc on se retrouve avec des ventes presque similaires, et avec la croissance des jeux de société bientôt similaire, mais avec des sorties beaucoup moins nombreuses. On râle beaucoup sur le nombre de sorties en France des jeux de société, entre 500 et 1000 en fonction des avis et de l'ère du temps, mais c'est 2, 3, 4, 5 fois moins que le nombre de BD qui sortent, et du coup les tirages en bande dessinée comme en littérature aujourd'hui sont ridicules, c'est peut-être un peu exagéré, mais ridicules par rapport au tirage des jeux de société modernes, qui sont déjà pas énormes, mais qui sont clairement supérieurs en quantité à ce qui se passe dans la BD aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est presque plus facile d'être un auteur de jeu que de BD. C'est pas encore tout à fait installé en termes de statut. Mais par contre, si on est édité, oui, pour en vivre, mais ça c'est encore un autre débat. Mais peut-être juste pour, en fait, une fois que j'ai signé, si ça se passe bien, j'aurai potentiellement un résultat en termes de chiffre d'affaires qui sera meilleur que si je fais de la BD. Oui, si on arrive au bout du projet, c'est-à-dire que si le jeu est signé et sort, en moyenne, normalement, comme le prix de vente est plus élevé et que le tirage moyen est plus élevé, chaque jeu rapporte plus d'argent à son auteur qu'un auteur de BD à droit constant. Ça, on pourra parler des droits parce que malheureusement, les droits en jeu de société pour les auteurs ne sont pas les mêmes que les droits pour les auteurs de littérature ou de bande dessinée. Mais on pourra en reparler sur... Promis, on y revient. Et on a évoqué les auteurs qui en vivent. Et donc ça veut dire que factuellement, il y en a qui en vivent pas. Donc est-ce qu'on a des chiffres de... Alors on a fait un sondage auprès des auteurs édités. Il y a maintenant 3 ans, et on va en refaire un à la SAGE, où on étudie, on essaye d'avoir une vision d'ensemble du milieu pour justement essayer d'agir sur ce milieu. Et on estime que en France, il y a environ, si on prend large, peut-être une quarantaine d'auteurs qui vivent de leurs droits d'auteur. D'accord. En étant très très large, ça veut dire qu'il y en a probablement une quinzaine qui en vivent bien, c'est-à-dire que grosso modo ces gens-là ont eu des jeux à succès, et quand on parle des jeux à succès, c'est des jeux à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, voire dépasser le million d'exemplaires. Pour ces quelques auteurs et autrices-là,
ils arrivent à en vivre, voire à avoir un petit pécule qui leur permet d'avoir un peu d'anticipation sur l'avenir. Parce qu'on parlera du statut, mais on a un statut assez précaire. Et ensuite, il doit y avoir une vingtaine, peut-être une trentaine d'auteurs qui touchent des droits d'auteur suffisamment conséquents pour en vivre au moins en partie. Clairement, moi j'en fais partie. C'est-à-dire que mes revenus d'auteur depuis maintenant 3 ans sont suffisamment importants pour que je me pose la question. Ils sont suffisamment importants depuis 2 ans pour que je puisse en vivre que de ça si je voulais, mais je le fais pas parce que je suis à mi-temps pour Bookoker et pour avoir une sécurité financière pour assurer, parce que j'ai une maison, des enfants et une femme, et que les jeux c'est bien, mais que c'est bien de les garder aussi. Et donc dans cette vingtaine d'auteurs, c'est des auteurs et des autrices qui ont un ou plusieurs jeux qui sont vendus à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, qui leur ont rapporté quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros sur plusieurs années, et qui leur permet de ponctuellement en vivre. Mais on est très loin d'avoir une stabilité financière qui là concerne vraiment, c'est sur les doigts des 2 mains, pour la stabilité financière. Et après, il y a peut-être 100, 150 auteurs et autrices en France qui chaque année touchent des droits d'auteur réels et qui se servent de cet argent pour améliorer leur quotidien, mais qui ne peuvent pas en vivre. D'accord. Donc ça veut dire, et on va en parler juste après, que dans le quotidien d'un auteur, il y a créer un jeu, mais il y a aussi potentiellement avoir un travail. Et il y a souvent, dans la quasi-totalité des cas, être auteur de jeu, c'est avoir un travail qui a souvent très peu de rapport avec le monde du jeu. Et puis, si tu as le temps, tu fais des jeux. Alors, moi j'ai beaucoup de chance, je suis auteur à mi-temps et je travaille dans le monde du jeu dans mon autre mi-temps, donc j'ai beaucoup de chance. Oui, c'est lié, et du coup ça se nourrit un peu. Ouais. Donc c'est une situation idéale, donc j'ai pas à me plaindre, mais c'est bien sûr un des éléments qui crée aussi un décalage assez fort entre les hommes et les femmes dans le monde du jeu, parce qu'on sait très bien que les hommes ont plus de temps libre, même quand on essaie de faire tout à 50% et qu'on essaie d'être moderne et éduqué. Le syndrome de l'imposteur est plus fort chez les femmes, le manque d'envie de prendre du temps pour soi est plus important, et du coup on se retrouve avec une situation où il y a malheureusement très peu d'autrices en France, alors que le public s'est énormément diversifié et qu'on est aujourd'hui dans le monde du jeu probablement à la parité pour les joueurs. Alors honnêtement, oui, pour le coup, en boutique, là, ça s'est vraiment développé, c'est ce que j'ai pu voir. À une époque, il y avait beaucoup d'hommes, par exemple, qui venaient parler de gros jeux, de jeux costauds, stratégiques, entre guillemets, et du coup, les femmes venaient acheter des jeux pour enfants, et alors, c'était pas du tout représentatif de toutes les femmes, évidemment, mais c'était plus une sorte de tendance, alors qu'aujourd'hui, en fait, il y a tout un tas de femmes qui jouent à des jeux costauds, voire qui s'intéressent, en fait, beaucoup plus, et qui sont plus du tout là, parce que, en fait, leur partenaire joue, quoi. En boutique, ça a vraiment complètement évolué, le discours, et c'est vrai que c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Après, je pense que, peut-être très naïvement, mais je me dis que l'évolution va continuer, et que le fait que les femmes jouent davantage et se sentent plus légitimes à jouer à des jeux de société et pas à acheter des jeux pour leurs enfants, ça va créer des envies, et ça va créer de nouvelles autrices, et ça va se rééquilibrer à un moment donné. Alors moi je suis dans une situation privilégiée, donc je peux dire que ça peut attendre, c'est pas grave. Mais moi je peux couper ça à tout moment. mais j'espère que ça augmentera, et on essaie de faire des choses, notamment à la Sage, pour essayer d'inciter les femmes à se lancer dans cette carrière d'autrice, ne serait-ce que pour le plaisir, pas forcément pour en vivre. Ouais. Mais ça, on pourra potentiellement faire une autre vidéo, c'est intéressant. La place de la femme montante dans le jeu de société, pourquoi pas. Mais pas avec moi, du coup. Oui, non, pas avec toi. Ou alors peut-être avec toi, ou peut-être en discussion avec d'autres gens. Enfin, on verra, mais c'est... Voilà, on peut en parler beaucoup plus longtemps, en fait. Il y a quand même beaucoup de problématiques qui vont autour de ce sujet-là, quoi. Mais pour revenir sur les revenus des auteurs, on parlait tout à l'heure du pourcentage des droits.
Et une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de professionnalisation dans le monde du jeu pour les auteurs et les autrices, c'est parce que les droits sont particulièrement faibles. Alors il y a toute une chaîne, on en a parlé au début, donc il faut bien payer les commerciaux, les éditeurs, les fabricants, les illustrateurs, tous ces gens-là, il faut bien sûr les payer. Il ne faut pas que le jeu soit excessivement cher parce qu'il faut que les gens achètent les jeux. Bien sûr. Mais il se trouve qu'au final, les auteurs et les autrices ont la plus petite part du gâteau, ce qui est éthiquement un problème et financièrement gênant. Pour faire simple, si on veut comparer la BD et le jeu de société. Et c'est un bon parallèle en fait. Ouais, parce que c'est à peu près le même milieu. Hein. C'est ça, c'est à peu près le même genre de personnes touchées, enfin le même genre d'acheteurs. C'est un plaisir comparable. Voilà, ça a forcément une portée. C'est pas encore un objet culturel le jeu, mais en tout cas c'est en passe de le devenir et donc du coup le comparatif est bon. Mais c'est pas reconnu. Oui, c'est pas encore reconnu comme. Et du coup. En gros, dans la bande dessinée, alors c'est un peu particulier, hein, parce que la littérature jeunesse, c'est pire que tout. Mais en BD, en moyenne, ils considèrent qu'un bon contrat, c'est 10% du prix public hors taxe. Okay. Ce qui fait une BD à 15 balles, ça fait environ, si tu enlèves les taxes, ça fait environ 1 euro par bande dessinée. Je parle sous couvert d'autorité d'auteur de BD, mais grosso modo c'est ça. Nous, la moyenne d'un bon contrat en prix public hors taxe d'un jeu, on est plutôt autour de 4 à 5%. Donc on est forcément, de toute manière, à payer moitié moins qu'un auteur de bande dessinée. Bien sûr. Et l'augmentation des ventes, pour l'instant, elle ne compense pas totalement ce décalage. J'entends très bien que fabriquer une bande dessinée coûte moins cher que fabriquer un jeu de société, que la part d'investissement d'un éditeur de bande dessinée est peut-être moins importante qu'un éditeur de jeu de société. Donc je peux comprendre qu'il y a un coût supplémentaire pour fabriquer le jeu et un coût supplémentaire pour développer le jeu de la part de l'éditeur. Est-ce que c'est vraiment... Ces chiffres-là justifient tout le reste, je ne sais pas. En tout cas, nous, on essaye de lutter pour augmenter ça. Et il faut reconnaître que dans le monde du jeu, on a une chance. C'est que les acteurs du milieu s'entendent globalement très bien. Ouais, ça, nous, à la Sage, on s'entend très bien avec les éditeurs de la WEJ, qui est l'équivalent. On discute avec le RCL, qui est l'organisme des cafés, avec le GBL, qui est l'organisme des boutiques, avec la LF pour les ludicaires, la Ruche pour les festivals. Enfin, on est nombreux. Et on arrive à s'entendre, on arrive à discuter, notamment avec les éditeurs où c'est pas forcément facile. On voit dans le livre où ça a des relations extrêmement compliquées. Et on arrive à mener des projets pour essayer d'aller améliorer ça. Ouais, en commun. Ouais, ça c'est chouette. Donc petit à petit, on va essayer d'améliorer ça. Et donc pour en revenir à l'auteur, donc l'origine du jeu vient donc de lui. Qu'est-ce qu'il fait exactement en fait sur ce jeu? Vraiment rien. On fait pas grand chose, mais on dit qu'on fait beaucoup. C'est pour les négociations avec les éditeurs. Ah oui, d'accord. Et donc du coup, pour les négociations, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Non, en fait, au début, quand on commence, quand on est auteur de jeu, qu'on fait ses premiers jeux, ses premiers prototypes, on a l'impression que être auteur de jeu, c'est avoir une idée, des idées, c'est mieux, faire des fichiers sur papier ou sur informatique, les imprimer, faire ses tests, montrer ça aux copains et dire c'est génial et c'est bon, c'est fini. Et c'est pas ça? Et c'est pas ça. Ah ouais. Et c'est dommage parce que ça c'est bien. Ça c'est la partie sympa. Okay. Pour faire simple, moi je pense que ça fait 6 mois que j'ai pas fait cette partie-là. Parce que j'ai pas eu le temps, parce que malheureusement, dans auteur de jeu, il y a plein d'autres choses. La partie créatrice, très égoïstement et narcissiquement, c'est la partie que moi je préfère. C'est le moment où tu as une idée, et en général tu prends ton carnet et tu notes l'idée, et tu fais « Oh putain, mais c'est bien, oh c'est bien, putain c'est cool, c'est génial !» Et tu marques des trucs et tu as l'impression d'être intelligent et d'avoir l'idée du siècle. Donc ça c'est cool. Ensuite tu fais les fichiers pour le proto. Alors quand tu commences, tu fais les fichiers, tu mets des belles illustrations, tu passes du temps, tu vas même plastifier tes cartes avant d'avoir essayé ton prototype.
Et en général, tu fais ta première partie, tu le jettes à la poubelle. Oui. Ça marche pas. Eh ben oui, évidemment. On n'est pas tous... il doit y avoir des auteurs brillants, mais en tout cas, pas moi. Et ça touche pas grand monde, je pense. Donc, ça prend beaucoup de temps quand on sait pas faire. Quand on a l'habitude, on a tendance à faire le premier prototype avec beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'applications pour pouvoir voir si l'idée concrètement elle fonctionne, parce que le jeu de société c'est quelque chose qui est un peu particulier comme médium culturel, c'est qu'il implique, il demande une implication des joueurs. Bien sûr. C'est pas une consommation passive, plus ou moins passive comme peut l'être un livre ou le cinéma, voilà. Bien sûr. Et donc les sensations, les émotions que crée le jeu, tu peux les imaginer, tu peux les anticiper, tu peux essayer de les créer ex nihilo, mais tu as besoin de vérifier que ça fonctionne quand même. Bien sûr. Que ce que tu te fais dans ta tête, c'est pas des films. Bien sûr. Et ce qu'on peut aussi remarquer quand on a créé un jeu, c'est que finalement, il y a des choses que les joueurs vont ressentir et qu'on n'avait pas prévues, justement. Et ça, c'est rigolo. Ouais. Alors, en général, quand ils le demandent, on dit qu'on l'avait prévu, pour apparaître sérieux et professionnel, mais en effet, il y a des choses qu'on prévoit pas. Et puis, il y a des réactions de joueurs ou même d'éditeurs qui s'emballent pour un truc qui, aux yeux de l'auteur, n'a aucun intérêt. Oui. Concrètement, les gens s'extasient sur le fait qu'à Welcome, on peut calculer les probabilités parce que c'est des cartes, que c'est pas des dés, et donc la randomisation est beaucoup plus maîtrisée. Pardon, on s'en fout. Oui, Contrefiche, l'intérêt des cartes, il n'est pas du tout là, il est dans le fait de gagner un quart d'heure par partie, d'éviter le calcul pour les joueurs. Oui, c'est une conséquence secondaire, subalterne, qui fait plaisir à des gens. Tant mieux, ça leur fait plaisir. Bien sûr. Mais c'est clairement pas l'intérêt de ce design-là. Mais après, les auteurs voient des intérêts dans leur design, les joueurs, eux, le perçoivent d'une autre manière, et tant mieux, c'est ça qui fait vivre un jeu. Mais pour revenir à l'acte de création, donc on a cette partie dans la tête, cette partie création de prototype qui est censée être moins longue plus on a d'expérience, et puis la partie qui est agréable mais moins, qui est la partie itération, où on va tester des protos, puis avoir des retours, puis changer des trucs, puis se rendre compte que ça marche, puis se rendre compte que finalement ça marche pas, puis on va changer, puis on va réessayer, puis on va réessayer. Alors il y a des jeux qui fonctionnent quasiment instantanément, il y a des jeux qui prennent des mois, des années ou plus en test, mais ça c'est la partie créative. Oui. C'est la partie qu'on retient quand on pense à un auteur de jeu qui est là, chez lui, en train de découper, de tester, de faire jouer, de montrer son prototype à droite à gauche pour avoir des retours des joueurs. Ce qu'on voit moins, c'est tout le reste pour les auteurs qui souhaitent avoir leur jeu édité, voire en devenir professionnel. Parce que à partir du moment où tu as ton prototype qui te plaît, à toi et potentiellement à d'autres personnes, tu dois aussi essayer de les montrer aux éditeurs pour essayer de les convaincre de la pertinence de ta proposition. Et ce côté vendeur de tapis, c'est pas la partie qui me plaît le plus. C'est une partie qui est particulièrement difficile en début de carrière où tu connais personne. Bien sûr. Le monde du jeu de société, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît à l'intérieur. Et au début, pour mon expérience, j'envoyais des mails ou les sites contacts là, sur les pages web, donc aucune réponse. Puis petit à petit, j'ai eu 2-3 rendez-vous. Puis j'ai eu des rendez-vous facilement. Puis à partir du moment où tu commences à connaître les gens te reconnaissent, t'ont déjà vu, t'as commencé à prendre des bières avec eux. Boire des bières, ça fait partie, ça fait partie intégrante. Ouais, c'est aussi un frein sur les autrices, mais en l'état, ça fait partie du milieu. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir maintenant des éditeurs qui me contactent pour savoir si j'ai des choses, et d'avoir les rendez-vous que j'ai envie d'avoir, parce que j'ai les contacts qui me permettent de voir les gens. Ça assure en rien que le jeu soit pris, sinon ça serait trop facile. Mais en tout cas, là aujourd'hui, je suis dans la capacité de montrer mon prototype à peu près qui je veux. Et bien sûr, c'est beaucoup plus facile, quand même, quand t'en es là, que quand tu galères à essayer d'avoir un rendez-vous avec un éditeur que tu connais pas.
Oui, qui en fait, lui, il reçoit énormément de propositions, cet éditeur, et donc forcément, c'est difficile de recevoir tout le monde, d'avoir un œil critique, alors que si on sait déjà ce que tu as fait, c'est forcément plus facile. C'est biaisé, mais c'est comme ça. J'ai plein d'éditeurs qui me disent que désormais, ils ne cherchent des prototypes que dans les auteurs avec qui ils ont déjà travaillé ou avec qui ils s'entendent bien, parce que c'est leur premier filtre, et que c'est plus simple. Et alors, peut-être que ça leur fait perdre la pépite, mais éditeur, c'est aussi gérer son temps. Et le sourcing, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage. Et du coup, tout le monde essaye de gérer son temps au mieux. Oui. Après, pour le coup, il y a encore des éditeurs qui font bien ce travail-là, et je pense à Cocktail Game, qui source beaucoup en festival, etc., et qui justement sont toujours à la recherche d'une création nouvelle, et du coup un peu, pas ingénue, mais en fait, il y a quelque chose avec un auteur nouveau, forcément, c'est une manière nouvelle de voir le jeu de société, et moi je trouve ça hyper chouette de leur part, notamment. C'est l'argument... principal de Mathieu qui le martèle jour et nuit, comme quoi les auteurs professionnels c'est tous des nazes parce qu'ils font tous la même chose et qu'il faut que des jeunes qui arrivent avec des nouveautés. Et en effet, bien sûr qu'à partir du moment où tu es dans le milieu, tu as de l'expérience, tu connais les jeux, tu as joué à 500 jeux dans l'année, forcément tu es influencé par ton milieu et peut-être que ton originalité est moins forte, peut-être, je suis pas sûr. Non, et que quelqu'un qui débarque, quand il n'a pas les codes, peut-être qu'il va sortir quelque chose de brillant et d'inattendu ou quelque chose de complètement inutile. Mais vivre du jeu sans savoir ce que c'est le jeu de société, ça peut fonctionner peut-être. Mais ça marche une fois. Ça marche une fois. Ouais, voilà. Mais ça peut marcher. Ça peut fonctionner. Il y a de très bonnes choses qui peuvent sortir en tant que premier jeu. Bien sûr, ça c'est sûr. Et du coup, une fois qu'on s'est prostitué quelle horreur auprès des éditeurs, j'exagère peut-être un peu, mais... Je vais peut-être faire une vidéo avec un éditeur, un éditeur autre, juste pour contrebalancer. Une fois qu'on a présenté humblement ces prototypes, et qu'on a obtenu par miracle une décision positive d'un éditeur et que le jeu est signé, on pourrait penser que c'est fini et que notre quotidien d'auteur s'arrête là et qu'on peut commencer un autre projet. Et pas du tout. Pas du tout. Alors, il y a des éditeurs qui te prennent ton jeu et qui te le rendent 6 mois plus tard. Tu as rien vu, ils l'ont illustré, ils ont changé le thème, ils ont réécrit les règles plus ou moins bien, et le jeu est sorti et tu l'apprends en même temps que les autres. Le gros avantage de cette situation-là, c'est que tu n'as rien à faire. En termes de temps, c'est très bien. L'inconvénient, c'est que tu n'as pas de maîtrise sur ton jeu, c'est que la relation avec l'éditeur, elle est un peu pourrie, et finalement, il y a des choses qui passent qui ne devraient pas passer, des erreurs dans les règles, de l'incompréhension, parce que t'as beau expliquer le jeu, t'as beau faire jouer le jeu à l'éditeur, peut-être qu'il n'a pas compris tout à fait la même chose que ce que toi tu voulais faire. Oui, en termes d'intention, potentiellement elle est oubliée. Elle la tienne à l'origine. Donc ça arrive, c'est bien en termes de temps, mais pour le reste, moi je suis pas forcément très fan. La plupart du temps quand même, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une collaboration avec l'éditeur. L'éditeur va signer le jeu, plus ou moins tôt, va te faire des retours, va faire des propositions, va demander des changements, va, quand on arrive à une étape finale du prototype mécanique, va partir sur la réflexion sur le thème, l'illustration, comment on le présente, et va impliquer l'auteur à plus ou moins grande importance, mais en tout cas, on est impliqué, ça prend du temps, ça occupe parce qu'il y a des échanges de mails, de Messenger ou de WhatsApp ou de peu importe, où on va suivre, essayer de communiquer, essayer de faire passer la manière dont on verra les choses. En général, c'est un échange plutôt productif, c'est plutôt intéressant. Moi, je suis très content de faire ça avec les éditeurs avec qui je travaille. Et c'est cool parce qu'ils ont des idées que toi t'as pas, ils ont une vision du jeu que t'as pas, et c'est bien d'avoir un peu de recul sur ton propre jeu. C'est pour ça que personnellement, je travaille pas forcément sur Kickstarter en tant qu'auto-éditeur, auteur auto-édité, parce que je trouve que c'est important, le regard de l'éditeur, il apporte quelque chose, il apporte des compétences que l'auteur n'a pas forcément à avoir. L'inconvénient de ça, c'est que plus l'éditeur t'implique, plus c'est chronophage. Donc du coup, tu te retrouves à faire des choses plus ou moins qui sont liées à ta fonction d'auteur, mais ça peut déborder. Ça m'est arrivé de préparer des exemples
de placement sur des punchboards qu'on va retrouver dans les boîtes pour dire il faudrait que ces éléments ils aillent là, 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 parce que ça peut rentrer, du coup ça pourrait rentrer dans cette boîte-là. Quand on commence à être un peu dans le milieu, il y a la question des coûts, du coût du matériel qui entre en jeu, où on va discuter avec l'éditeur pour avoir tel ou tel matériel, le coût, combien ça coûte, des échanges avec les relectures qu'on va faire quand les éléments arrivent dans l'usine, on va relire des bons à tirer. Il se trouve que moi je fais la traduction de mes jeux et d'autres jeux parce que j'ai la formation pour. Ça prend du temps aussi, la relecture de règles. Et finalement, moi personnellement ces 6 derniers mois, j'ai 3 jeux qui sortent en fin d'année et je n'ai fait quasiment que ça, que cette partie-là, que sur les jeux sur lesquels, que les jeux signés, toute cette partie développement post-signature, travail de règles, de fichiers, de matériel, d'illustration, de réflexion, qui est très intéressant, mais qui prend un temps très important, et qu'il ne faut pas négliger quand on réfléchit au temps qu'on passe en tant qu'auteur. Et puis, je te coupe, parce que désolé, je parle beaucoup. Il y a une dernière chose que moi je ne fais pas, à part aujourd'hui, c'est la communication. Et il y a des auteurs qui sont très forts à ça, bien sûr, on pense à Théo ou même à Bruno. Théo Rivière et Bruno Casala, pour ceux qui... Parce qu'on est un petit milieu, du coup on n'utilise que les prénoms, et il n'y a droit qu'à un Théo. On a le droit à 2 Bruno quand même dans le monde du jeu, mais c'est tout. Désolé. Et du coup, cette communication-là, qui est importante pour se créer un réseau au-delà des simples connaissances professionnelles, pour créer de l'attente pour ton jeu, pour communiquer, parce que l'éditeur le fait, le distributeur le fait, la boutique aussi, mais toi en tant qu'auteur, tu es aussi censé le faire, et de plus en plus. C'est ça. Parce qu'avec les réseaux sociaux, les gens attendent une relation individuelle avec l'auteur, et c'est quelque chose qui peut être chronophage. C'est quelque chose que moi personnellement j'aime pas faire, donc c'est pas chronophage pour moi parce que je le fais pas, mais qui est probablement professionnellement pas très intelligent de ma part. Voilà. Et donc quand tu mets tout ça bout à bout, ça demande beaucoup de temps pour chaque jeu. Si tu as plein de jeux développés en même temps, ça prend encore plus de temps, parce que c'est la même chose pour chaque jeu. Bien sûr. Et on n'oublie pas que 95% des auteurs, ils font ça sur leur temps libre. Ah oui, donc ça commence à faire un quotidien chargé. C'est ça. Voilà. Et après, pareil, il faut s'occuper des enfants. Donc c'est aussi pour ça que c'est compliqué pour un auteur de mener tout ça à bien, de manière professionnelle, sérieuse, dans les conditions... sans les revenus qui vont avec, qui permettraient de faire ça proprement. Moi, je vois très bien que depuis que je me suis arrêté, j'étais enseignant jusqu'en septembre 2019, depuis, je suis beaucoup plus sérieux, efficace, compétent, du côté professionnel, pas forcément en termes d'idées ludiques, en termes de création, ça va pas forcément changé. Je n'étais pas très doué avant, je suis pas beaucoup plus maintenant, mais en tout cas, en termes de suivi, là je suis devenu beaucoup plus professionnel, bien sûr. Tout simplement parce que j'ai le temps. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, ça te permet de faire les choses carrées, de t'organiser, de mettre des choses en place pour tous tes jeux, et du coup d'être meilleur aussi, d'être un meilleur auteur en fait. Alors d'être un meilleur auteur sur le produit final, que le jeu en tant que produit final soit meilleur, oui clairement. Après, l'instinct créateur est complètement décorrélé de tout ça. Ce qui m'empêche pas d'aimer créer ça. Bien sûr. Et du coup, on parlait de l'aspect juridique de l'auteur et justement les salaires, avoir des rémunérations qui soient correctes et organisées. Donc un auteur de jeu, c'est pas légal ? Un auteur de jeu, c'est pas légal, non. Officiellement, les auteurs de jeu n'existent pas. On n'existe pas en France parce que dans le code de la propriété intellectuelle, il y a un article 182.1 peut-être qui liste tous les artistes auteurs qui existent en France et qui sont reconnus comme tels. Et bien sûr, on n'y est pas. Ce qui nous sauve, c'est qu'il y a le mot « notamment » dans ce code de propriété intellectuelle qui nous permet de rentrer officieusement à l'intérieur. Parce qu'on peut être
légalement contenu dans le notamment, puisque c'est pas une liste exhaustive. Heureusement, il n'y aurait pas le notamment, on serait encore plus embêté. On n'existe pas officiellement, mais aux yeux de l'État, nos revenus existent. Puisque évidemment. Depuis une trentaine d'années maintenant, les auteurs de jeux payent des cotisations sociales, comme tous les indépendants, aux AGSA jusqu'à il y a 2 ans, et maintenant à l'URSSAF depuis la réforme. Ces cotisations sociales qui vont financer notre retraite, qui financent théoriquement nos arrêts maladie, nos congés paternité, maternité, même si c'est très dur à obtenir, et qui justifie aussi le fait d'obtenir de l'aide quand il y a des crises sanitaires qui peuvent arriver par hasard, peut-être un jour. Oui, je vois pas de quoi tu veux parler. Et donc on paye ces cotisations. Pendant très longtemps, on acceptait, enfin l'URSSAF, la GSA, acceptait de recevoir nos cotisations, mais pouvait décider que non. D'accord. Voilà. Ça dépendait des cas, c'est ça. Ça dépendait des cas, ça dépendait de l'interprétation des gens. Et pareil pour les impôts, on essaie de déclarer nos droits d'auteur en tant que droits d'auteur. Il suffit qu'un agent fiscal décide que non, ça lui correspond pas parce que ça ne rentre pas dans la case du code de propriété intellectuelle. C'est ça. Du coup, on peut se retrouver avec un redressement fiscal. Ah oui. Ce qui est forcément gênant parce qu'en plus, c'est des démarches administratives assez compliquées pour les gens qui n'en font pas leur métier en plus, pour la plupart d'entre eux. Bien sûr, c'est en plus gérer ça tout seul. C'est pas comme si c'était une société à plusieurs personnes qui avait des ressources pour. Là, c'est une personne toute seule qui a gagné de l'argent, qui a le droit et qui sait pas comment gérer ça. Voilà. Donc nous, à la Sage, on essaie justement d'aider les auteurs pour ça. On fait un guide de déclaration fiscale et sociale depuis quelques années qu'on actualise chaque année pour justement aider le plus possible les auteurs et les autrices à faire leur déclaration correctement, parce que c'est pas facile à faire ça, on n'est pas administrateur né. Bien sûr. Et d'un autre côté, on fait du lobbying politique pour essayer de nous faire reconnaître en tant qu'artiste-auteur à part entière, de la même manière qu'il y a des plasticiens, des photographes, des auteurs de livres, de bandes dessinées, etc. À la Sage, on a obtenu une première victoire qui est en cours, validée par les commissions interministérielles. C'est une petite victoire, mais c'est c'est-à-dire que désormais, nous allons faire partie, auteurs de jeux, de la nomenclature officielle de l'URSSAF pour les cotisations sociales, c'est-à-dire qu'à partir de l'an prochain, normalement, les auteurs de jeux et les autrices de jeux pourront avoir leur ligne à eux, pourront se déclarer officiellement auteurs de jeux, pourront déclarer leurs revenus en tant que jeu de société, et pas en tant que autre. Moi cette année j'ai eu autre, j'ai eu œuvre annexe de la littérature, j'ai eu œuvre multimédia, j'ai eu plein de choses parce qu'on n'existe pas, donc il n'y a pas de ligne, les éditeurs savent pas où le mettre. Et du coup, normalement, on aura enfin une entrée officielle. Et cette entrée officielle, on espère que c'est notre cheval de Troie pour obtenir une place dans le code de la sécurité sociale et dans le code de la propriété intellectuelle. Il se trouve que là, depuis quelques mois, on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres associations d'artistes-auteurs, comme la Ligue des auteurs professionnels, notamment. Ce sont des gens qui nous aident beaucoup, qui ont plein d'expérience, et qui, sans eux, on aurait beaucoup de mal à entrer en contact avec le ministère. Et grâce à eux, on obtient ce genre de choses qui sont des premiers pas, mais qui sont des pas importants hors monde du jeu. Il y a quand même pas mal de choses à faire pour aider les auteurs, d'un point de vue très technique et administratif. Il y a cette lutte pour avoir une reconnaissance officielle, qu'on essaie de mener à la Sage, mais il y a aussi une lutte pour plus de reconnaissance à l'intérieur du milieu. Et c'est pour ça qu'on parlait de la bonne entente entre les éditeurs et les auteurs, globalement. C'est pour ça qu'on a fait, par exemple, un document conjoint entre la WEJ et la Sage sur les contrats. Pardon, je t'arrête, la WEJ, c'est l'Union des éditeurs de jeux de société. C'est ça. C'est le pendant de la Sage pour les auteurs, leur syndicat à eux. Et on a fait, du coup, un document sur les contrats de Kickstarter, parce que c'était un peu la jungle. Il y avait des contrats qui allaient dans tous les sens, qui n'étaient pas forcément à l'avantage des auteurs. Et on a travaillé
en bonne intelligence pour avoir un document commun, signé par les deux. On va faire de même, là on commence un nouveau projet sur les droits numériques, parce qu'il y a plein d'adaptations numériques sur BGA ou en application, avec des impacts financiers pour les auteurs. Donc c'est bien aussi que ce soit pas le Far West, et pour l'instant c'est le Far West. Donc on va travailler ensemble. On travaille aussi avec le RCL, le GBL, pour la reconnaissance des auteurs. RCL, Réseau des cafés ludiques, GBL, Groupement des boutiques ludiques. Et donc du coup on peut souligner le fait que tout le monde, dans le milieu ludique, il y a beaucoup de réseaux. Les gens se sont regroupés justement pour discuter et améliorer les choses, parce qu'en fait il y a des choses à faire justement à tous les niveaux finalement. Et on y arrive à travailler à l'intérieur de ces réseaux, et entre réseaux, on vient même de créer un méta-réseau, on n'a pas encore donné de nom officiel, mais un espace de discussion entre chacun de ces réseaux pour pouvoir mener des actions de communication plus globales. Notamment, par exemple, quand on a fait une lettre commune au ministère pendant le deuxième confinement, pour signaler l'absurdité de la fermeture des boutiques de jeux, alors que les boutiques de jeux vidéo où les disquaires étaient ouverts, étaient considérés comme œuvres culturelles, donc œuvres essentielles, donc ouverts. Et c'est pour ça qu'on lutte pour la reconnaissance des jeux de société en tant qu'œuvres culturelles, pour qu'on suive ce mouvement qui est normal. Il n'y a aucune raison que le jeu de société ne soit pas reconnu comme une œuvre culturelle, parce que de la même manière que les autres domaines, il y a un apport indéniable des auteurs, il y a un travail d'illustration indéniable, c'est une œuvre originale, quelle qu'elle soit. Vous pouvez jouer à n'importe quel jeu, ils sont plus ou moins bons, mais en tout cas c'est pas les mêmes. Il y a toujours la patte de l'auteur qui est reconnaissable. Donc on essaie de lutter pour ça, et les collectifs entre eux s'entraident pour ça. On peut reconnaître par exemple le GBL, le groupement des boutiques ludiques, fait une sélection, un catalogue chaque année. Le critère de sélection, un des critères, c'est que le nom de l'auteur apparaisse sur la boîte. Ça c'est chouette. Et c'est chouette, ça me permet de dire aux éditeurs, mettez le nom des auteurs sur les boîtes, n'est-ce pas Mince, non, on dit plus rien. On dit pas. C'est important, de mettre le nom de l'auteur sur la boîte, ça participe à la reconnaissance des auteurs et des autrices. Et c'est quelque chose qui peut sembler normal pour un certain nombre d'entre nous, mais il y a toujours des bonnes excuses pour pas les mettre. Bien sûr. Et nous, à la Sage, on essaye de faire réagir sur ça aussi. Donc on a un gros travail de lobbying auprès du milieu et à l'extérieur du milieu pour essayer de faire avancer la cause des auteurs. Bien sûr. Et essayer de permettre aux auteurs et aux autrices de faire leur travail le plus simplement possible, leur enlever le plus de contraintes possible pour qu'ils se sentent à l'aise et puissent faire de la création à fond et avoir des super jeux bien édités, bien illustrés, bien distribués et bien vendus par les boutiques. Quelle belle ode aux auteurs de jeux et aux autrices de jeux, j'adore. Et aux acteurs en règle générale d'ailleurs dans les jeux de société. On les aime bien. Ouais, on les aime bien, c'est vrai, on est heureux de travailler avec eux. Non, c'est... Enfin, vraiment, après avoir passé quelques mois là, à communiquer avec les autres domaines d'artistes-auteurs, on se rend compte qu'on a une chance assez incroyable d'avoir un milieu globalement sain. Bien sûr, il n'est pas parfait, bien sûr, il y a plein de défauts, mais il y a une entente qui est inédite dans le domaine culturel. Et on a bien conscience que cette entente, elle est super, on essaie de la préserver parce qu'il y a des intérêts financiers qui augmentent et qui mettent forcément un peu à mal ça. Mais on n'est pas non plus aveuglé par cette situation. On voit quand même qu'il y a des choses à changer. Et c'est pour ça qu'à la Sage, j'insiste un peu, je fais un peu mon... Non, mais tu as raison, tu es là pour ça. Mon vendeur, mais on vient de publier en association avec la SAZ, qui est notre équivalent allemand, le syndicat des auteurs allemands, un code de respect et de responsabilité à destination des auteurs et des autrices pour insister sur un engagement professionnel en tant qu'auteur et autrice pour plus de diversité dans le monde du jeu, dans les représentations, dans les illustrations, dans les thèmes choisis, plus d'accessibilité à nos jeux, réfléchir à comment les rendre plus accessibles, et à notre responsabilité aussi en tant qu'auteur et autrice dans nos paroles, dans nos actes,
parce que c'est bien beau de demander aux autres de faire quelque chose, de mettre nos noms sur nos boîtes ou de faire attention à ce qu'il y a comme illustration dans les jeux, mais si nous on ne fait pas la démarche de le demander, de pousser vers ça, bah, le reste de la chaîne ne va pas forcément suivre parce qu'elle n'aura pas d'incitation à le faire. Bien sûr. Voilà, donc on essaye de pousser dans toutes ces directions-là à la Société des auteurs de jeux. C'est des sujets qui intéressent pas forcément les auteurs dans leur quotidien parce que c'est pas quelque chose qui les concerne directement tout le temps dans leur processus créatif. Mais ça les concerne à un moment donné. Ça risque de les concerner et l'idée c'est de créer un environnement de travail, un environnement professionnel le plus agréable possible et le plus inclusif possible pour que tout le monde se sente à l'aise et créer des jeux et essayer d'obtenir le plus de sous possible des idées. Alors j'allais te dire c'est un beau programme, mais du coup je vais peut-être pas voilà, conclure avec ça. Non, c'est très chouette toutes ces démarches. Bah il faut remercier les pionniers, ils ont été quelques-uns à lancer le mouvement de créer ce syndicat à l'échelle nationale. On avait déjà des collectifs d'auteurs régionaux qui permettent aux jeunes auteurs notamment de se retrouver, d'avoir de l'expérience, des retours, du réseau. Donc pour les auteurs qui nous écoutent, allez vers vos collectifs régionaux, il y en a plein. Le mieux c'est le Malte forcément à Toulouse, mais les autres sont pas dégueulasses non plus. Si vous n'avez pas la chance d'habiter à Toulouse ou dans le coin, vous pouvez aller... Il y en a plein, il y en a 23 maintenant dans la France, donc en général vous n'êtes pas très loin d'un collectif, surtout si vous êtes en Bretagne, ils sont nombreux et puis ils s'aiment pas, donc ils en ont plein de petits. Mais c'est les Bretons, ça on les aime bien. J'allais en parler, mais... et du coup on avait ça, et à partir de là... Romaric Gallonnier a été des premiers à pousser vers l'idée d'unifier tous ces collectifs pour essayer de mener des actions à échelle nationale. Et bien, ça s'est mis en place et ça a dépassé de très loin nos premières espérances parce que maintenant on arrive à être légitime dans notre rôle en tant qu'association professionnelle, à être un interlocuteur avec les autres acteurs du monde du jeu, avec le ministère, avec l'URSSAF, et donc peut-être être capable de faire changer les choses. Merveilleux. Bon, c'est bien beau tout ça, le côté juridique, la création, mais la question que j'avais vraiment envie de te poser, non, j'avais plein de questions, mais la question que j'avais envie de te poser, c'est t'as un auteur français préféré ? J'ai plein d'auteurs préférés, pas que français d'ailleurs. En tant qu'auteur, en fait, ce que moi je cherche, c'est la capacité à avoir une épure dans le jeu, chose que je suis pas forcément capable de faire, mais que j'admire forcément chez les autres. Quel teasing. Et donc, hors France, par exemple, quelqu'un qui me fascine, c'est Phil Walker Harding, qui a un nom imprononçable, mais qui a ce talent pour avoir des idées totalement épurées, à avoir un système de jeu très simple, mais qui fonctionne, qui crée une vraie émotion autour de la table. Et c'est un modèle, je trouve ça, il est très fort à ça. C'est l'auteur de Baron Park, par exemple, ou de... le petit jeu chez Cocktail Game qui s'appelle avec les sushis... Sushigo ? Sushigo ? Ouais, Sushigo, le jeu de draft. Ouais, ça c'est super. Donc ce genre de jeu capable, Sushigo, c'est Seven Wonders, épuré, taillé à la hache, et c'est parfait. Ouais, je suis d'accord. Donc moi c'est ce genre d'auteur qui me fascine. En France, dans le même genre, il y a Julien Griffon, qui est un jeune auteur, mais qui a sorti Yokai il y a quelque temps, Ringo chez un éditeur allemand, et qui a cette finesse d'esprit, cette épure dans ses designs qui je trouve très fort. Donc si je dois choisir, lui par exemple, ça m'inspire pas mal. Dans un autre genre, et toujours à la Sage, parce que Julien est membre du bureau de la Sage, le premier président de la Société des auteurs de jeux, est aussi un auteur assez exceptionnel, c'est Laurent Escoffier. Et lui, c'est pas forcément de l'épure, c'est de l'originalité. Et il a une capacité à faire des jeux différents, qui est assez fascinant. Cette capacité à trouver du ludique dans plein de choses, et c'est vraiment très fort. Donc voilà, j'aime beaucoup.
Génial. Donc Laurent Escoffier, souvent en co-création avec David Frank, qui a fait Pix, qui a fait récemment Blockness, qui a fait Looney Quest, d'excellents jeux. Ouais. Bah, j'étais sûre qu'on n'aurait pas les mêmes auteurs, même si effectivement je reconnais toutes les qualités que tu cites de ces auteurs-là. Moi pareil, je voulais tricher, du coup j'ai 2 auteurs français préférés. Bon, après je pense que c'est assez évident, le premier c'est Yoann Levé, car c'est l'auteur de Myrmes chez Istari, société de jeux qui n'existe plus malheureusement. Enfin moi ça me rend très très triste, et qui est tout simplement mon premier gros jeu en tant que joueuse, auquel j'ai joué il y a une petite dizaine d'années, et qui est un jeu où ça va être de la gestion de ressources, etc., mais où le thème est vraiment en adéquation avec la mécanique, et donc ça forcément ça m'a plu. Et alors, Myrmes, c'est aussi le premier gros jeu de ma femme. C'est vrai. Parce que je me rendais pas compte, en 2009, quand je l'ai fait jouer pour la première fois à son premier jeu, elle a commencé par Myrmes. Ah oui, bah c'est marrant. En n'ayant jamais joué. Donc je l'ai dégoûté des jeux pendant quelques années parce que je pensais pas. Non, puis elle était pas comme moi, parce que moi du coup j'ai trouvé ça merveilleux, toutes ces possibilités intellectuelles en fait. Oui, mais c'est quand c'est la première fois, que c'est le premier jeu auquel tu joues, il fallait pas commencer par ça. Moi c'est quasiment un de mes premiers. J'ai appris depuis à faire en fonction des goûts des gens et pas en fonction des miens. Mais Myrmes c'est un super jeu, Yoann c'est un super auteur. Alors, en ce moment il est à fond sur les jeux de déduction, donc je vois passer plein de protos par Blue Cocker et par d'autres gens que je teste et qui sont super forts. Il a un esprit de déduction waouh. Impressionnant. Exactement. Et c'est ça qui me plaît énormément dans ces jeux, donc j'ai hâte de le voir à l'œuvre bientôt. Je crois qu'il a signé plusieurs choses, donc je suis impatiente. Et l'autre auteur, en fait, alors ça, pareil, c'est un peu le même genre de... Alors c'est le même genre de mécanique évidemment, moi j'aime les gros jeux costauds, mais c'est aussi un auteur de cœur entre guillemets, c'est Cédric Chaboussi, que je trouve génial et que j'ai découvert avec du coup Lewis et Clark. C'est un gros jeu mais qui mélange, c'est une sorte de course avec une gestion de main de cartes, de gestion de ressources. Les dessins c'est aussi fabuleux, on peut magnifiquement illustré par Vincent Dutray. Moi je trouve ça, moi j'aime beaucoup Vincent Dutray, et surtout sur ce jeu là où je trouve que vraiment ça fonctionne bien, ergonomiquement parlant. En fait maintenant que je fais de la direction artistique, je trouve que c'est très beau, et pourtant on lit bien le jeu. Tout à fait. Et donc et c'est en fait les 2 jeux sont totalement différents, Myrmes et Lewis et Clark, mais par contre ont une volonté de raconter quelque chose dans la mécanique, et moi je trouve ça très fort. Donc moi j'apprécie énormément ça chez un auteur de jeu. Ouais, il y en a un qui est beau. Alors on va terminer cette vidéo. Et il y en a... Non. Vas-y. Il y en a un qui est beau, il y en a un qui est bien. Ok, on arrête. On arrête de parler. Merci Benoît d'avoir passé ces 1 heure ou 2 avec moi pour discuter de ce que c'est un auteur de jeu. Merci Lola de m'avoir invité, de m'avoir permis de parler beaucoup sur les auteurs et tout ce qui va autour. Oui, j'ai trouvé ça très très intéressant, et j'espère que vous aussi vous avez aimé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez partager la vidéo, me suivre sur les réseaux Le Grand Banquet sur Facebook et Instagram. Toi, on peut se retrouver en boutique. T'as tout un tas de jeux. J'ai plein de jeux, j'ai des jeux qui existent déjà, des jeux qui vont sortir pour Noël, donc... Moi je suis en boutique. Dont un que vraiment j'adore, c'est un gros coup de cœur à moi, mais j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Bref. Et voilà, n'hésitez pas à faire vivre le ludique en allant au festival, dans les bars à jeux, en achetant des jeux. Tout ce petit univers est chouette, et on a de la chance d'en faire partie. C'est ça, exactement. Très chanceux. Ouais. Bon, merci à tous de nous avoir regardés, et à très bientôt. À bientôt. Salut.